Okay. Le plus dur, c'est que tout le monde croit être un bon vendeur. Tu sais pourquoi ? Parce que tout le monde a au moins déjà acheté une fois et vendu une fois quelque chose. Ouais. Et en fait, c'est pas si simple. Bien au contraire. La vente, c'est un art avec du travail. Déjà pour moi, il n'y a pas de bonne force de vente s'il n'y a pas de bon manager. C'est B.A.-ba en fait. Je parlais d'automatisation, tu me disais, tu as commencé par me répondre, on a tout automatisé. Qu'est-ce que vous avez en grande partie Sauf le sourire. Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Le Sueur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si Vive la Vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Fabien Tassel, directeur commercial de Saint-Gobain-Weber France. Alors vous devez le savoir, Saint-Gobain-Weber est partout autour de nous, dans nos façades, nos sols et j'en passe. C'est l'unique producteur français et le leader mondial des mortiers industriels. C'est un peu plus de 10 000 collaborateurs dans près de 70 pays. Pour nous en parler, Fabien Tassel, qui est le directeur commercial depuis son arrivée en 2017 chez Weber. Bonjour Fabien, comment ça va ? Bah écoute Julien, ça va bien, je vois que tu es bien renseigné. Bah oui, on a fait un peu le travail de préparation. C'est nécessaire dans la vente. On va en parler tout à l'heure. Alors au programme de l'épisode, on va parler d'excellence commerciale, comment on cultive et comment on pérennise sa force de vente, comment on forme ses commerciaux également en continu, comment on leur transmet une forte culture d'entreprise comme celle que vous avez chez Weber. Et enfin, tu nous donneras les secrets pour rester leader et donner à tout le monde envie de nous rejoindre et de travailler avec nous. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur toi, sur ton expérience et comment tu es tombé dans la vente ? Bah écoute, c'est un peu par hasard. J'ai travaillé dans la distribution pour me payer mes études et le contact client pour le coup a été une véritable révélation. En fait, je me suis aperçu que je ne pouvais faire que ça. Okay. Le plus dur, c'est que tout le monde croit être un bon vendeur. Tu sais pourquoi ? Parce que tout le monde a au moins déjà acheté une fois et vendu une fois quelque chose. Ouais. Et en fait, c'est pas si simple. Bien au contraire. La vente, c'est un art avec du travail. Ouais. Et il faut de l'empathie. Première chose, sans empathie, tu fais rien. Il faut du sourire, il faut de l'envie, il faut de la niaque, il faut de l'abnégation, il faut du flair, il faut du travail, de la logique. Ouais. Oui. Pourquoi de la logique ? Parce qu'il faut savoir parler au bon interlocuteur, il faut de la finesse aussi, de l'audace, du peps, et il faut savoir compter. Ouais. Tu vois, pour moi, la vente est devenue, au fil du temps, une évidence. Ok. Je ne pense pas que j'aurais pu faire autre chose, en fait. Ok, très bien. Et ta première expérience, comment t'es tombé vraiment dans la vente ? Alors, je suis tombé dans la vente, ce que je te disais, par hasard. J'ai eu des expériences diverses et variées et très enrichissantes. Ça n'a pas toujours été simple. Je dirais que, puisqu'on parle d'expérience, ça s'acquiert avec le temps. J'aime bien une phrase, tu connais Oscar Wilde ? Ouais. Qui dit que, ou le portrait de Dorian Gray, qui dit que l'expérience est simplement le nom qu'on donne à ses erreurs. Bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder dans le rétroviseur. Et souvent, je le dis à mes collaborateurs, faites un retour sur l'année écoulée. Et quand tu regardes ce que tu as fait en une année, tu regardes dans le rétro, tu t'aperçois que tu as fait pas mal de choses. Tu as fait aussi des erreurs. Et je dis souvent à mes coéquipiers, lorsqu'il y a des situations de conflit, je leur dis, si c'était à refaire, est-ce que tu aurais fait la même chose ? Et tu vois, si tu te dis ça, obligatoirement tu progresses. Voilà. Ok, intéressant. Alors au cours de ta carrière, tu as traversé pas mal d'entreprises, d'enjeux et de clients différents également. Est-ce que tu saurais nous dire quelle a été ta plus belle expérience, ta plus belle vente également ? Qu'est-ce qui te reste en tête ? Franchement, toutes les expériences ont été enrichissantes. Et je dois dire que
J'ai commencé, moi, en tant que commercial chez Metabo. Tu connais la marque Metabo? Non. C'est de l'électroportatif, donc c'est pas facile à vendre. Ok. Et à l'époque, il n'y avait pas besoin de référencement pour aller voir les enseignes. Électroportatif pour C'est des perceuses, meuleuses. Donc du coup, j'ai fait pas du porte-à-porte, mais beaucoup de prospection dans les points de vente. Ok. Et je peux te dire que c'est vraiment formateur. Il fallait une certaine dose de culot, de conviction, et ça m'a beaucoup apporté. Ok. Ensuite, j'ai changé complètement de domaine. J'ai été patron du service jeu au parc Astérix, et je pense que nos auditeurs ont tous été au moins une fois au parc Astérix. J'ai commencé à manager les équipes, et là, je me suis éclaté, surtout dans un univers où le sourire est ton premier costume. C'est clair. Ok. J'ai été ensuite responsable du développement des ventes en grand public chez Uralita, qui est un groupe espagnol qui a été racheté par Ursa. Ils font de la laine de verre, du polystyrène, où j'ai eu le goût, pour le coup, de la conquête. J'ai développé tout le réseau grand public, j'ai référencé la gamme chez Brico Dépôt, chez Castorama. Okay. Et tout naturellement, j'ai eu un contact avec le patron de Sika France à l'époque. Alors pour tous ceux qui ont un bateau, ça doit leur parler. Tout le monde a une cartouche de Sikaflex, c'est le spécialiste de l'étanchéité et de la chimie du bâtiment qui m'a proposé le poste de Key Account Manager pour le grand public. Et je me souviens à l'époque, j'avais Gédimat comme enseigne et tout de suite ça m'a donné le goût du monde professionnel. Okay. J'ai développé le réseau grand public qui était vraiment pour le coup absolument inexistant chez Sika dans une entreprise à forte connotation professionnelle. Okay. Ça veut dire quoi? C'est que lorsque tu vas dans le grand public, tu es un peu le vilain un petit canard. Ouais. Donc il m'a fallu beaucoup de conviction pour arriver avec des résultats tangibles et j'ai grimpé très vite les échelons au poste de directeur des ventes, grand compte et marketing. Okay. Dans toutes ces entreprises qui étaient très orientées bâtiment, très orientées professionnelles. J'ai réussi à développer l'attractivité de la marque, l'idée d'avoir envie d'acheter la marque. Et moi, dans toutes ces entreprises, j'ai toujours eu pour objectif qu'on puisse trouver nos produits à moins de 500 mètres à la ronde, 24 heures sur 24. Ok, top. Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs la proposition de valeur de Saint-Gobain Weber en France? Alors, je ne sais pas si je suis objectif, mais franchement, c'est la plus belle marque du marché. C'est la plus belle marque du bâtiment et j'exagère pas. Il n'y a pas un appartement en France ou une maison dans lequel nos produits n'ont pas été appliqués. Okay. Pourquoi? Parce qu'on vend de la colle carrelage, du mastic, tu l'as dit en introduction, des mastiques, donc des façades, de l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur, des mortiers techniques, de l'anti-mousse, des produits pour ta toiture, des produits piscine, bref, on est partout. Et en plus, on donne de la couleur aux façades des Français, puisqu'on les colore les façades et on protège et on embellit la maison. Et puis, il n'y a pas un bâtiment en France sur lequel on n'a pas travaillé. Et encore plus aujourd'hui, quand on parle d'isolation thermique par l'extérieur, quand tu sais qu'il y a plus de 10 millions de Français qui sont touchés par la précarité énergétique. C'est clair. Et ce qui nous différencie de nos concurrents, c'est la couleur. Dans quel sens? Au sens propre ou au figuré? C'est la couleur jaune. Nos sacs, tu les vois partout en France. Okay. Et même si on n'est pas référencé dans certaines enseignes, les acheteurs, pour leurs propres travaux, ils utilisent toujours les produits Weber, ce qui est quand même assez exceptionnel, car ils sont reconnus comme étant les meilleurs du marché, les plus lumineux pour la façade, les plus résistants, les plus faciles à travailler pour les colles et mortiers. Et il n'y a pas de bon architecte, d'ailleurs c'est un gage quand vous avez des artisans chez vous. C'est assez facile de savoir s'il est bon, hein. Vous lui demandez s'il connaît Weber. Si un architecte ne connaît pas Weber, c'est qu'il a menti sur son diplôme de DPLG. Ok. Alors qu'est-ce que vous faites mieux que la concurrence? On a bien retenu la couleur jaune, mais c'est quoi les avantages concurrentiels aujourd'hui? La concurrence déjà elle est forte. Ouais. Et c'est pour cela que nous sommes aussi performants. Tu vois, je vais faire un parallèle avec Roland Garros. Ouais, ok. Si Djoko est aussi fort, c'est qu'il y a eu Nadal et Federer en face. Maintenant, ce qu'on fait
ce qu'on fait mieux, je dirais d'abord on a le fighting spirit, tu vois, l'esprit de compétition. Weber, c'est plus qu'une entreprise. Okay. C'est une famille, c'est une culture d'entreprise, on a le sang jaune et quand on parle de Weber, on parle avec le cœur, ça se voit, ça se sent et ça se ressent. Dans toutes les négociations, les gens mettent leur trip sur la table, quoi. C'est vraiment... Et puis on est technique, on connaît le tissu local, on apporte toujours une solution avec un produit Weber. Et ce qui est bien, tu vois, c'est que nos produits, tu les vois sur les gros chantiers, mais tu les vois aussi en linéaire. On est capable de faire 10 mètres de linéaire dans une grande surface de bricolage ou un négoce matériaux. D'accord. Donc en fait, on est partout. Ok. Et ça, c'est valorisant aussi pour celui qui est à l'usine, qui est sur la chaîne de production, mais aussi celui qui vend. Il y a un gros degré d'appartenance à l'entreprise chez nous. Ok, bon, on va revenir tout à l'heure sur ce degré d'appartenance, sur votre culture, mais déjà si on rentre dans le vif du sujet, je crois que tu as environ 200 commerciaux en France. Vous êtes organisé comment commercialement parlant ? Weber, déjà, c'est une vraie machine de guerre. Ouais. Nous, on a une centaine de commerciaux, plus de 110 commerciaux. On a deux directeurs commerciaux régionaux. On a des grands comptes, à la fois pour la distribution, donc ce que je disais, les key account managers, pour la distribution, pour l'isolation thermique par l'extérieur, pour les sols, pour le GOTP, tout ce qui est gros œuvres, travaux publics. Et puis, il y a un poste qu'il ne faut surtout pas oublier, sur lequel j'ai beaucoup misé quand je suis arrivé chez Weber, c'est la prescription. Ok. Tu vois, si on boucle la boucle, on a des services clients régionaux Ouais. et un centre de renseignement technique pour répondre aux questions techniques à la fois de l'artisan ou du bricoleur lourd. On a une proximité client qui est absolument inégalée sur le marché français. On a 12 sites. 12 sites partout en France où nous produisons avec des matières premières locales, tu vois. Ça, c'est aussi notre force. Ok. Et c'est un peu pareil d'ailleurs pour nos commerciaux. Nous, nos commerciaux, le breton, il parle avec le breton, le sud-est, il parle avec le sud-est. Et ça s'inscrit aussi dans les matières premières locales. Donc il y a une vraie volonté, surtout dans une démarche RSE qui est de plus en plus... au-delà du fait qu'elle soit nécessaire, mais qui était à la mode à une époque, qui est nécessaire aujourd'hui. Nous, ça faisait bien longtemps qu'on avait déjà une longueur d'avance sur ce sujet, puisqu'on n'a pas un site qui est à moins de 4 km du premier client, tu vois. Donc, et encore même, parfois c'est même 50 mètres. Ok. Et puis on a une qualité, plutôt un avantage concurrentiel qui est très fort, c'est qu'on a un programme de fidélisation client. Ok. Qui récompense chaque entreprise qui achète ses produits en distribution. Autrement dit, tu références un produit Weber, tu es absolument certain que nos clients viendront s'approvisionner, en tout cas chez toi. Alors, soit en cas de dépannage ou soit en cas de... Et du coup, ça leur permet de gagner des points, et grâce à ces points, ça permet à la fois de les fidéliser, mais on peut ouvrir, les aider sur des formations, les aider à créer leur site internet. On a pas mal de choses qui sortent un peu de l'ordinaire, le traitement des déchets, etc. Donc du coup, on apporte une vraie valeur ajoutée. Et chez Weber, les entreprises, elles travaillent souvent de père en fils. Ok. Donc ça, c'est un des avantages concurrentiels très très forts par rapport à la concurrence. Voilà. Ok. Et alors, est-ce que tu saurais définir ce qui fait l'identité de votre culture vente ? En quoi vous êtes fort en vente chez Weber, justement, si on rentre un peu dans le nerf de la guerre ? Alors, déjà, c'est l'histoire, je t'en ai parlé. Ouais. Beaucoup de gens, j'entends souvent dire qu'on est leader. Et moi, c'était pareil chez Sika et chez Toutprès, je déteste ce mot en fait. Je le bannis. Le mot leader ? Ouais. Pourquoi ? Je le bannis parce que c'est souvent en se disant leader qu'on oublie de se remettre en question. Ah oui, parce qu'on a tendance à oublier que nos clients sont les prospects d'autres en fait. Hein. Et dans ma carrière, j'ai vu pas mal d'entreprises qui s'étaient fait dépasser en se nommant soi-disant leader et qui sont d'ailleurs plantées. Donc, d'abord, il faut toujours être convaincant. Pour être convaincant, il faut être convaincu. Chez Weber, il y a beaucoup de conviction. Tu vois. La conviction, c'est le maître mot de l'ADN des Weberiens. Ok.
Ok. Alors pour rester leader, tu le disais, il faut être convaincant et convaincu, mais il faut aussi continuer d'innover. C'est ce que vous faites notamment en termes de formation continue, d'outils. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tu vois, je vais prendre je vais retourner un peu la question, mais je vais te dire comment on fait pour gagner un appel d'offres par rapport à un concurrent. Enfin, tu vois, c'est un peu ce que tu dis. Alors bien sûr, tout le monde fait des formations, tout le monde fait des formations, pas au niveau qualitatif auquel on est arrivé chez Weber. Je vais te donner quelques exemples. On a déjà un centre de renseignement technique, donc ça tu peux appeler à n'importe quelle heure, tu as quelqu'un au bout du fil qui va te renseigner. Okay. On a lancé aussi des webinars bien avant tout le monde. Okay. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu la pandémie, si tu veux, nous, depuis un certain temps, on avait déjà les vidéos, les explicatifs, etc. Et ça avait pas trop tant, ça marchait pas tant que ça. Ouais. Et quand la France s'est arrêtée avec la paralysie, ça a explosé. Et du coup, on avait un coup d'avance sur les autres. Donc les formations, nous, on fait des démarrages chantiers, beaucoup de tutos, beaucoup de vidéos. On a plus de 3 millions de vues sur le net. Donc on est bien en avance. Pour le coup, on a une force de frappe marketing qui est dingue. Si tu regardes nos packaging, ils sont d'une clarté. Ils donnent envie. Voilà, donc c'est un peu ce qui fait la différence. Et alors, il y a aussi un point qui est non négligeable, c'est que j'ai adapté notre organisation à celle de nos clients. Tu vois, donc tu connais le système des poupées russes. Ouais. La grande, la moyenne, la petite. Et ben là, c'est ce que j'ai mis en place avec une cellule grand compte, 2 directeurs commerciaux régionaux. Donc à chaque fois, tu as le même contact en face de tes clients, ce qui permet en fait de boucler la boucle et d'être proche des clients et surtout ne pas louper l'information essentielle qui est primordiale pour un vendeur. Ok, top. Alors tu me disais en préparant ce podcast quelque chose d'assez inspirant. Tu disais les gens rêvent de travailler chez nous, même ceux qui partent finissent parfois par revenir. Tout le monde vit, mange et aime Weber. On a le sang jaune. Comment est-ce qu'on peut instiller une telle passion pour le produit, pour l'entreprise chez ses collaborateurs? Comment vous le cultivez ça au quotidien? En fait, nous chez Weber, c'est tout le circuit de vente qui s'alimente. Ok. On apporte des chantiers à la distribution. Ouais. Donc ça déjà c'est une vraie valeur ajoutée. Et donc tu crées des liens spécifiques à la fois avec l'entreprise, le petit maçon qui vient chez toi refaire ton mur, et tu crées aussi des liens avec la distribution. Donc ça déjà, quand tu es vendeur et que tu expliques ce mécanisme, ça donne envie. Alors je te cache pas qu'en général les gens qui viennent chez nous sont déjà un peu au courant. Et puis après, on prescrit auprès des majors, des architectes, des services techniques, et on crée des produits, donc ce que je te disais, avec le client. Donc du coup, on est à peu près certain que le produit qui va être lancé sur le marché devrait connaître un succès probant, tu vois. Ok. Parce que j'ai pu le constater dans pas mal d'entreprises, pas dans lesquelles j'ai travaillé, mais la réalité, c'est que souvent on lance un produit, puis on a vraiment l'impression, et puis on dit après, il faut que tu vendes. Nous, en fait, il est déjà testé au préalable, donc c'est en partenariat avec nos distributeurs et nos clients. Et puis, qu'est-ce qui te donne envie de bosser chez Weber? Nous, on a mis en place une vocation chez nous, on est plutôt dans un management très collaboratif. On a mis en place cette vocation qui a été écrite par 70 Weberiens qui ont été élus par leur père, tu vois. Donc il y avait un Weberien qui représentait chef des ventes, un Weberien qui représentait celui qui est en bout de chaîne, etc. Okay. Et du coup, ça nous a permis aussi d'écrire cette vocation. Donc, si tu veux, tout le monde s'implique dans la vie de l'entreprise. Okay. Et ça va du coéquipier qui est dans l'usine au membre du comité de direction. Nous, à chaque fois qu'on accueille quelqu'un, il y a tout un parcours qui se termine d'ailleurs par un déjeuner ou un dîner avec un membre du comité de direction, et on se déplace, tout le comité de direction se déplace dans les 12 sites pour expliquer la stratégie de l'entreprise.
Et ce qui est dingue, c'est pas dingue, mais en fait, pourquoi on fait ça? D'abord parce que ça nous semble déjà naturel de comprendre pourquoi tu fais un produit chez nous. Pourquoi tu produis. À quoi il sert ton produit. Donc nous, on a des écrans sur tous les sites. On voit les beaux chantiers qui sont réalisés. On voit les belles mises en avant. Et quand nous, on se déplace avec le comité de direction, on a plein de questions. Ça peut être un cariste. On a plein de questions sur... et alors... quand est-ce qu'on rentre dans cette enseigne? Est-ce que c'est nous qui avons fait le bâtiment à Lyon? On a des questions qui sont... et les gens comprennent. Nous, on ne fait pas une stratégie sans qu'elle soit validée par nos coéquipiers. Ouais, vous êtes des passionnés, et puis même le CODIR redescend ça. Le fait que vous ayez partout, c'est aussi c'est probablement l'entreprise la plus humaine dans laquelle j'ai évolué. Alors, elle est, c'est un type de management, c'est pas du top-down, c'est pas une information qui descend vers le bas, c'est bien au contraire. On s'écoute, ça veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, mais on s'écoute beaucoup. Ok, top. Et alors, comment on fait pour créer des équipes de A-players qui correspondent toujours à cette identité, à vos valeurs, d'avoir des vendeurs d'élite, quoi? Bah écoute, on a connu on en a connu des tempêtes, et j'ai coutume de dire que c'est dans les périodes de crise qu'on reconnaît les bons profils. Alors que notre recette, c'est un mélange d'anciens Weberiens avec des nouveaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, la recette s'alimente, en fait. On attache beaucoup d'importance à l'intégration, à la formation des nouveaux, c'est ce que je t'ai dit. Nous avons une personne dédiée à l'excellence commerciale qui suit les indicateurs avec un CRM performant. Et puis on a un responsable, plutôt une responsable parcours métier, techniques et commerciaux, dont les missions sont claires. C'est plutôt le pilotage, la construction, l'actualisation du cadre des référentiels de compétences. C'est-à-dire aujourd'hui, moi je sais cartographier les compétences de ma force de vente. Alors l'idée, c'est justement de la faire progresser, les experts, les bons, les faire devenir experts, les experts faire venir des référents métiers. Et puis, on a une formation continue chez Weber. Et l'idée, c'est en fait de voir quels sont les talents et à chaque fois d'avoir une entreprise en mouvement, en fait. Ok. Et si on commence par le commencement, comment tu les recrutes, ces talents? À quoi tu es particulièrement attentif en recrutement? Déjà, c'est souvent par relation, sur les salons d'enseignes, les salons partenaires, ou via des réseaux comme LinkedIn, ou la cellule Saint-Gobain, on a une cellule de recrutement Saint-Gobain. Moi, je suis très attentif au parcours. Je regarde déjà s'il est logique. Ça ne veut pas dire que s'il n'est pas logique, tu ne peux pas prendre un candidat, mais après, ça veut dire une forte dose de motivation. Faut qu'il y ait des compensations. Ouais, faut qu'il y ait des compensations. Parce qu'on peut aussi avoir des gens qui viennent de l'extérieur et qui ont une ouverture d'esprit, ou alors qui voient des choses qu'on ne voit plus. Moi, je suis attentif à plein de choses, notamment à la première poignée de main. On n'a pas deux fois voir l'occasion. Si elle est franche. On n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et j'ai entendu il n'y a pas longtemps que la première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Ouais. Et en même temps, tu vois, moi je dis souvent, quand tu vois une personne pour la première fois et que tout est parfait, bien sûr. Et on peut se l'appliquer dans nos vies personnelles, par exemple. Si tout est parfait, tu as peu de chances d'avoir une relation qui progresse finalement, parce qu'en fait, tu vas vite être déçu. Dans ce sens-là. Et moi, ce que j'aime aussi alors là, ça va au-delà de la vente, ce que j'aime, c'est me tromper. Tu vois. Mais comme dans le recrutement, on n'a pas non plus, et surtout dans le monde dans lequel on évolue, on n'a pas un temps, le temps est important. Il y a effectivement la poignée de main dont je te parlais, il y a le regard, il y a le phrasé, le comportement, la gestuelle, l'éducation aussi. Tu représentes une marque, donc tu peux pas faire n'importe quoi. Et j'aime bien aussi, dans le cadre de recrutement, demander
aller plutôt sur un sujet à résoudre, une difficulté à résoudre dans le cadre qui peut être du travail ou hors cadre. Ok. Pour voir comment la personne réfléchit, est structurée. Ok. Intéressant, comment elle processe en fait. Ouais. Ok. Alors, on a sorti le mois dernier une étude sur l'intégration des commerciaux, donc j'en profite. Est-ce que tu as des bonnes pratiques à nous partager pour bien intégrer ces talents commerciaux, ces nouveaux collaborateurs? Déjà pour moi, il n'y a pas de bonne force de vente s'il n'y a pas de bon manager. C'est le B à bas en fait. Soit si tu as des bons managers, tes équipes, aussi bonnes soient-elles, elles seront meilleures. Et si tu as un mauvais manager, elles s'affaibliront. Donc ça, c'est déjà la première chose. Seconde chose, nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on suit, tu vois, il y a une directrice de la performance commerciale, il y a une directrice des services clients. Nous, on suit beaucoup tout ce qui est indicateurs, panier moyen, des NDV. On raisonne beaucoup en marge nette aujourd'hui, surtout dans un contexte inflationniste où le chiffre d'affaires ne peut plus dire grand-chose. C'est clair. Et on a plutôt une culture du client à 360 degrés. Ok. Je m'explique. Notre commercial a un rendez-vous avec son client, il a déjà la fiche du client à 360, ça veut dire quoi? C'est ses habitudes de consommation, est-ce qu'il a payé en temps et en heure, les encours, est-ce qu'il y a des avoirs, le décroché, combien de fois il a appelé, quelles sont ses habitudes de consommation. Et on va on va même plus loin, on va au taux de décroché par région. Donc c'est-à-dire qu'un client qui attend plus 20 secondes, donc on va vraiment dans le détail. On ne va pas dans le détail pour se dire qu'on flic, on va dans le détail en fait pour se dire qu'on va plus vite, qu'on est meilleur, que lorsque tu as le client et que tu le reconnais immédiatement au téléphone, c'est une vraie valeur ajoutée. C'est clair. Ok, très intéressant. Finalement, qu'est-ce qui explique la performance chez tes commerciaux? Est-ce qu'il y a un ADN commun à tes meilleurs commerciaux? Tu vois, si tu posais la question à un de mes commerciaux, il te dirait la stratégie, c'est du jaune, encore plus de jaune. Donc c'est ça en fait. Nous, nos commerciaux, s'ils adhèrent pas à ça, c'est pas... Tu veux, et comme moi, quand je suis arrivé chez Weber, ça n'a pas forcément été simple. Il a fallu aussi un temps d'adaptation. Un temps d'adaptation et surtout des preuves. Donc nous, on est très dans la recherche de preuves. On est très... c'est une entreprise où il fait bon vivre, où je crois que sur l'enquête MIA de Saint-Gobain, on a 97% au commerce, pas je crois, mais c'est sûr, je crois que c'est 92 sur l'entreprise et 97 au commerce qui sont contents de travailler et qui sont fiers de leur entreprise. C'est pour te dire, dans un contexte qui est surtout pas simple, où tu as des commerciaux qui passent des hausses tarifaires tous les jours. Minimum, en tout cas minimum 2 fois par an depuis 2 ans. Et en fait ça, et je sais que c'est ce qui fait la différence. C'est que chez nous ils sont contents. Pourquoi? Parce qu'on opère des changements au niveau des organisations. Alors ça fait pas plaisir à tout le monde, mais ils sont compris. Ok. Ils sont compris et il y a une place pour chacune des personnes qui est compétente en fait. Et parfois on sait reclasser des gens parce que à une époque ils ont dû avoir un poste de manager et finalement le management ça s'apprend un peu, mais il y a quand même parfois on n'a pas cette appétence finalement pour faire toutes les formations et on arrive à... D'ailleurs en France le management c'est souvent finalement pour féliciter une personne t'as raison. Alors que c'est une compétence. C'est souvent... c'est une promotion alors que ça devrait être une compétence. Dans les anciennes... il y a pas mal d'entreprises qui à une époque mettaient en avant ou pour récompenser... c'est une promotion. Alors que et là ça devient absurde en fait. Bien sûr. Parce que tu mets c'est là où ça devient dangereux. Tu mets les personnes dans de l'inconfort et puis après c'est difficile de revenir en arrière. Donc tu vois, c'est toute cette alchimie qu'on a chez nous. Alors je ne sais pas si j'arrive à bien la retranscrire, mais elle est palpable en fait. Elle est palpable. Okay. Elle est palpable dans l'entreprise. Nous, tu vas tous les matins dans tous les sites de France, quel que soit, dans le monde entier, à 10h, il y a le café Weber. Ok. Et tout le monde s'arrête. Alors, bien sûr, les usines continuent à travailler, mais il y a un roulement, mais tout le monde, à 10h du matin, à 10h, pause. Tout le monde pose. Ok. Quoi que tu fasses,
Ça te permet du coup de discuter. C'est marrant ça. Ouais. Ok. Et ça, c'est spécifique à l'entreprise. Le café Weber. Et je te passe, on est beaucoup sur l'associatif, on est beaucoup... c'est un peu un mode start-up, un peu comme chez vous d'ailleurs. Ok, mais hyper intéressant. Tu disais à l'instant, 2 fois par an, les commerciaux ils passent des hausses tarifaires. Alors on sait que les commerciaux adorent passer des hausses tarifaires à leurs clients. Je rigole bien évidemment. Comment tu les accompagnes dans cette démarche-là comment tu les formes justement à négocier, à faire passer ces hausses tarifaires qui sont parfois compliquées, on va pas se raconter l'histoire. Alors s'ils m'écoutent... Ils t'écouteront. D'abord, ils ne sont pas les seuls à passer des hausses tarifaires, on est tous dans le même bateau, c'est ce qu'on leur dit, c'est beaucoup d'explications, c'est ce que je disais, nous on est une entreprise cotée en bourse, enfin on fait partie d'une entreprise, d'un groupe coté en bourse, donc automatiquement on a un devoir de résultat. Quand je parle de Weber, je parle aussi de toute l'organisation depuis tout à l'heure, et l'organisation, elle est importante, c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui on a des positions dominantes sur le marché, bien évidemment qu'on explique. On forme nos commerciaux et nos managers aux indicateurs financiers. Tu vois, et le fait d'avoir une vision de ton client à 360 degrés. Avant, tu raisonnais en chiffre d'affaires. Tout le monde raisonnait en chiffre d'affaires. Bien sûr. Mais là, quand tu parles de PNL... Voilà, tu parles de PNL. Ouais. Aujourd'hui, tu t'aperçois que ce client, tu crois que tu gagnes de l'argent, mais en fait, t'en perds. Parce qu'en plus, entre les avoirs, il n'a pas payé, etc. Les créances, bien sûr. Et ça, c'est salutaire pour l'entreprise. Et n'importe quel bon commercial qui a la fibre, qui a l'envie, le fait de se dire quand même que tu vas vendre un produit chez ton client et qui ne te paye pas et que tu n'avais pas cette vision avant, tu disais moi j'ai le chiffre et puis je ne sais pas, mais ça change tout en fait. Bien sûr. Donc du coup nous on crée quand même c'est pas on crée, mais on sensibilise tellement et moi le premier, notre force de vente, qu'elle est un peu c'est le patron de sa propre entreprise finalement. Et puis c'est hyper formateur pour les commerciaux parce qu'en fait ils apprennent à gérer finalement presque leur propre entreprise. Souvent je dis mais si c'était ton argent, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu ferais? Exactement. Et dans l'ensemble, bon c'est du travail de tous les jours. La vie est une répétition. Mais on les forme, bien sûr qu'on les forme. Dernièrement, on a formé tous nos commerciaux sur comment passer des augmentations de tarifs, comment l'expliquer, et après, le résultat de l'entreprise en dépend. Bien sûr. Donc en fait, on est tous liés les uns aux autres. Donc tout le monde arrive à comprendre. Et si on ne travailler que sur le prix, ça serait stupide. Nous on travaille beaucoup sur le mix produit, mix marge. Tu peux vendre un produit à faible valeur ajoutée si derrière il te permet d'en rentrer d'autres. Tout ça c'est de l'explication. Nous, nos managers sont très très bien formés et nos commerciaux de plus en plus. De toute façon on a des indicateurs, ça nous permet de le suivre. Et on a tous des KPI communs. On va en parler dans un instant justement de ces indicateurs. Tu nous disais également en préparation de ce podcast que la vente, c'est de l'empathie, qu'il faut aimer les gens, que ça ne s'apprend pas. Comment tu cultives cette culture de l'empathie pour que ça redescende jusque dans le terrain? Déjà, l'empathie, elle vient avec déjà ta philosophie de vie pour moi. Elle vient aussi avec la philosophie d'entreprise. Si tu fais la gueule, automatiquement, ça se ressent. Le sourire, c'est le meilleur outil de communication. C'est clair. Donc, c'est ce que je te disais. Chez Weber, franchement, si tu veux, je t'invite un jour à 10h du matin, tu verras que avec plaisir. Les gens ont le sourire. Et pourtant, on en a connu des crises, mais on a le sourire. Et c'est déjà la première chose. Quand tu as le sourire, ça veut dire
Alors on sourit pas tout le temps, et sourire tout le temps, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Mais on est content de se... En fait, tout le monde a compris qu'en fait, on était... on est une famille. Voilà, famille, et on aime bien travailler dans l'entreprise. On se pose pas forcément... on se dit que... je reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, et on a des concurrents qui sont très performants. Et rien que ça, déjà, ça nous motive d'aller au-delà, d'aller faire mieux. On a un client au bout. Le client, finalement, c'est toi, c'est moi. Moi, je suis le meilleur des clients. Mais faire rayonner la marque, en plus, on a, nous, un devoir vis-à-vis de la réglementation. Donc, si tu veux, on est dans la décarbonation, donc, c'est génial, notre boulot, il est topissime. On sent. Il est topissime. Ok. Alors, tu commençais tout à l'heure à parler de chiffres, de KPI. Comment justement, quels sont les chiffres que tu suis? Quels sont les indicateurs qui te font dire que ta machine de vente fonctionne bien? Quels sont les chiffres les plus importants à suivre pour ta force de vente? Alors déjà, on a tout automatisé. Ok. Déjà. Donc, si tu veux, on est un peu dans le bâtiment. Ouais. On travaille un peu à la Coca-Cola. Tu vois. Ok. J'aime pas citer les marques, mais on est un peu comme si on était dans la grande consommation. J'ai reçu le directeur commercial de Coca-Cola il y a de ça quelques épisodes. Bon, tu me diras si j'écouterai si pour ça voir fait écho. Alors, on s'est aidé d'un CRM ultra performant, donc ça, ça devient obligatoire aujourd'hui, qui aide les managers à piloter leur force de vente sur des KPI communs. Ok. Alors, j'ai des indicateurs qui sont obligatoires et qui ne changeront pas, je pense, dans 10 ans. C'est l'ADN produit client, l'ADV, le churn. Je sais pas si tu vois. Bien sûr. Quand tu vois que les habitudes de consommation de ton client commencent à changer, et surtout des ventes qui baissent, ça te permet d'aller reconquérir le plus rapidement possible, en tout cas d'éviter de le perdre. Il y a l'effet prix, le suivi du plan d'activité commerciale, tu sais, c'est toutes les activités, tous les produits qui sont mis en avant dans la distribution ou alors chez nos entreprises, avec un suivi des objectifs au quotidien, les encours clients, ça j'insiste fortement, c'est important. Yes. Et donc du coup, et ça je ne te l'ai pas dit mais ça coule de source, c'est que notre vision à 360, elle est sur tablette et sur iPhone. Ok. Donc quand le client il t'appelle sur ton iPhone, tu as déjà sa fiche d'identité. Hein. Ok. Limite, il manque la photo, mais tu n'as pas le droit parce qu'avec le RGPD, mais tu as le chiffre d'affaires, l'habitude de consommation, le taux d'avoir, les litiges, les objectifs, son positionnement par rapport à ses concurrents. Donc c'est très personnalisé. Oui, très très personnalisé. Je donne un exemple, aujourd'hui on envoie nos factures par mail. Ok. Donc tout le monde ne le fait pas. Et on a anticipé la loi de juillet 2024, c'était pour juillet 2024, tu vois, on a un an d'avance par rapport à, alors là pour le coup, par rapport à nos concurrents, on digitalise les factures. Okay. Et tous ces outils, ils nous permettent, ce que je disais tout à l'heure, l'idée c'est d'être plus performant et de gagner du temps, d'être plus efficace. Sur tablette, en un clic, on a un logiciel qui nous permet d'avoir les référencements de nos clients, les plus belles photos, les fiches de données environnementales et sécurité en un clic. Je dis bien peut-être un ou deux. Tu peux envoyer exactement, tu peux lire un catalogue, l'envoyer à ton client. Ça, si tu veux, par rapport à la vente d'il y a quelques années, c'est révolutionnaire. Ouais. Tu as un gain de temps qui est considérable. C'est ça aussi la force de frappe de Weber. C'est ça l'avantage. C'est que c'est l'avantage d'appartenir à Saint-Gobain, c'est qu'on a les moyens de nos ambitions. Ok, top. Alors tu parlais d'automatisation, tu me disais, tu as commencé par me répondre, on a tout automatisé. Qu'est-ce que vous avez en grande partie sauf le sourire. Qu'est-ce que vous avez automatisé dans vos process commerciaux ces 2-3 dernières années et qui vous font gagner en efficacité, en temps? Déjà, tout ce qui est automatiquement, tout ce qui est compte rendu de visite, le suivi
les objectifs qui sont en lien avec la rémunération variable des commerciaux. Si tu veux, aujourd'hui, nos commerciaux n'ont pas à aller chercher leur chiffre d'affaires sur un logiciel comme c'était le cas avant. On a voulu faciliter la vie du commercial. Okay. Et j'en connais un rayon, elle est loin, l'histoire de Metabo. Avant, tu y allais un peu au flair, là aujourd'hui. Au talent commercial. Là aujourd'hui, si tu veux, on essaie de valoriser la visite. Il n'y a pas une visite s'il n'y a pas un objectif derrière, tu vois. Donc, et ça, pour moi, les KPI et la digitalisation nous permettent surtout d'aller plus vite et d'être. Bien sûr, tu suis toujours le chiffre d'affaires, tu suis la marge nette. Ça, c'est bête, mais c'est la chose la plus importante. Faire du chiffre pour faire du chiffre, ça sert à rien. Oui, d'accord. Et puis tu suis le mix produit, tu suis le mix marge, tu suis la distribution numérique de ton produit chez le client. Enfin bon, bref, ça ne changera pas beaucoup dans 10 ans. Hein. Ça sera toujours la même chose. Sûr. Si on se réfère un peu au contexte actuel, est-ce que tu as des conseils que tu donnerais aux patrons dont les forces de vente ont du mal à performer actuellement ? C'est vrai que le contexte il est très compliqué. On le disait tout à l'heure, plusieurs hausses dans l'année, hausse de prix, un contexte économique plus que tendu, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour moi, si j'avais un conseil à donner, c'est juste un conseil. Tu prends des pincettes ? Je prends des pincettes, mais la stratégie, elle doit être claire. Ok. C'est ce que je dirais, elle doit être claire, elle doit être expliquée, elle doit être comprise de tous. Et ça, c'est la force de Weber. C'est pour qu'une force de vente soit performante. Et, déjà, il faut vendre des produits de qualité. Ça, c'est la base, si tu veux qu'elle soit bonne. Et puis aussi, avec un service irréprochable. Alors, c'est facile à dire, mais c'est vrai que c'est plus facile de vendre quand tu es capable de livrer la bonne quantité. La bonne quantité commandée à la bonne date. Ça, le conseil que je donnerais, c'est déjà fidéliser. Comment on fidélise un commercial ? C'est déjà la rémunération, mais évidemment, il n'y avait pas que ça. La formation, la possibilité de donner son temps. Nous, c'est ce qu'on fait. Tu peux prendre de ton temps pour des associations, tu vois, caritatives. C'est des exemples, mais on va plus loin que la qualité de vie pour nous elle est très importante. D'où c'est pas le vendeur pour le vendeur, c'est le vendeur qui va plus loin, qui pérennise ses clients. Donc c'est pas quelqu'un qui sait vendre et qui après t'es obligé d'assurer un après-vente. C'est pas un après-vente, tu vois. C'est cette ambition, c'est pas on va chercher des nouvelles gammes, des nouveaux marchés, donc des nouveaux clients. Donc si vous voulez, on est toujours en effervescence. Oui, il y a plein de projets, quoi. Ouais. Ok, et est-ce que tu as peut-être un ou deux outils qui changent tout et que tu recommanderais à nos auditeurs que vous utilisez au quotidien ? C'est pas un outil, je persiste et c'est une boisson. Déjà, c'est le sourire, c'est le meilleur outil pour convaincre. Le travail, on va dire c'est bateau, mais si tu travailles pas, tu peux pas réussir. Et surtout dans la vente, qui pour moi est un art, mais si tu sais pas si t'as pas travaillé, ça marche une fois, peut-être deux, mais pas la troisième fois. Il y a la volonté, il y a l'empathie, on en parlait tout à l'heure. Et puis les outils digitaux, eux, ils te permettront d'aller un peu plus vite. Et puis grâce à eux, tu vendras plus et mieux, surtout. Mais c'est surtout le sourire, c'est le sourire et l'empathie, je pense que ça, c'est... Et le travail, si je devais donner trois mots. Ok. Quelques dernières questions de fin, rapidement. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière ? Qu'est-ce que j'ai eu comme conseil ? Déjà, moi, mon premier chef des ventes, il m'avait dit prépare toujours une visite. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et toujours un objectif, une visite. Et déjà, si tu te l'appliques à toi-même, et quel que soit d'ailleurs... dans la vie, en fait, il faut toujours avoir des objectifs, mais c'est vrai que quand tu vas voir un client ou que tu appelles un client, si tu as oublié pourquoi tu as appelé, et c'est vrai qu'on peut vite être décontenancé dans notre boulot de tous les jours. Tu vas voir un client, il va te parler de ses problèmes, et puis tu as oublié. Donc ça, c'est déjà le premier conseil que j'ai suivi à la lettre.
C'est déjà prépare et un objectif, et à la fin de ta visite, tu te dis, est-ce que moi j'ai... D'ailleurs, en préparant la visite, tu auras probablement plus qu'un objectif. Ok, très clair. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au commercial que tu étais quand tu as commencé dans la vente à l'âge de 20 ans? C'est une bonne question. Je me dirais, vas-y fonce, c'est le plus beau métier du monde. Je me dirais que chaque jour, ta journée elle sera différente, c'est toi qui te fais ta propre journée. Et je dirais au Fabien que j'étais il y a donc quelques années, je lui dirais qu'avec le sourire, le travail, l'empathie, la volonté, écoute mon Fabien, tu deviendras un bon manager. Ok. Et est-ce que tu as un ou deux outils ou des livres à recommander à nos auditeurs qui ont changé ta vie, on va dire? Alors moi je suis pas un adepte des livres sur le management. Ok. En revanche, il y a une phrase que je sors souvent. Il y a une phrase que je m'applique à moi-même surtout. C'est une phrase d'un poète que tu connais sûrement. Allez. Qui s'appelle René Char. Ouais. Et qui dit que l'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. Si tu veux avancer... Je la connaissais pas. Tu la connais pas, mais non. Et alors ça, c'est pareil, c'est comme dans la vie personnelle. Si tu veux avancer... comment je te résumerais ça, c'est que si tu veux avancer, si tu veux être performant, ne t'embarrasse pas du quand dira-t-on. Ouais. Fonce, parce que c'est toujours les gens, il y a beaucoup de personnes qui seront là pour dire le petit détail, le truc. Bien sûr que les détails c'est important, ouais. Mais il y a l'essentiel d'abord. Ok, top, on a fait le tour, Fabien. Merci de ton accueil. Et écoute, j'étais ravi de te recevoir dans Vive la Vente, et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci pour tout, à bientôt, Vive la Vente. Salut, vive la vente. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Je réponds à tous les commentaires